Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on ne se laisserait jamais mourir dans un hôpital pour aller au Cap Ferré. Salut, moi c'est Anaïs et Marie, je comprends tous tes mots, MAUX. Et moi c'est Marie et Anaïs, j'aime tes mains. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial puisqu'on a un invité en studio avec nous. Il s'agit de Thomas Lilti. Bonjour Thomas. Bonjour. Le scénariste et réalisateur d'Hippocrate, la série et le film, et de films comme Première année ou Un métier sérieux. Aujourd'hui, dans Amis, on parle d'un film qui a eu un énorme succès public, un peu moins au niveau de la critique, Les Petits Mouchoirs. Un rare film français aussi, puisque dans ce podcast, on fait quand même beaucoup de films américains. C'est le troisième là, de la saison. Il y a eu quoi ? Il y a eu Le Pacte des loups. Le Gendarme de Saint-Tropez. Ah oui, c'est vrai. Et que de la qualité. Ouais, surtout, en faisant les films américains, on a moins de risque de se fâcher comme ça. Parce que oui, c'est ça. On se protège. Les croisements n'ont pas arrivé. C'est vrai. Désolé par avance, Thomas, si tu te fâches avec la moitié du cinéma français, puisqu'ils sont tous dans ce film. Voilà. Thomas, d'ailleurs, tu te souviens de la première fois où tu as vu Les Petits Mouchoirs ? Hyper bien. C'était un cinéma qui s'appelle La Pagode dans le 7e arrondissement. Donc en plus, j'étais vraiment dans l'œil du cyclone parce que j'étais certainement avec des gens qui passent leurs vacances au Cap Ferré. Ouais. Donc j'étais très très bien dans ce cinéma-là et j'ai un sentiment que les gens ont adoré le film pendant cette projection. Et je ne savais pas encore, j'ignorais que ça allait devenir le succès que c'est devenu puisque je crois que ça fait énormément d'entrées, plusieurs millions d'entrées. On avait enregistré une petite intro, c'est ce qu'on fait avant de regarder les films en général, pour voir ce dont on se souvenait. Je crois qu'on n'a pas été très gentils dans l'intro, dans mon souvenir. On va l'écouter. On s'apprête à regarder Les Petits Mouchoirs. Anaïs, tu l'as vu ? Oui. Moi aussi, je l'ai vu. Une fois, juste. Moi aussi. À l'époque, je me demande si je l'avais pas vu au cinéma, moi. Ou en tout cas, je l'ai vu au moment de sa sortie. Moi, c'est sûr que non, c'était pas au cinéma. Ah ouais ? Ouais. Tu te souviens de quoi ? Je me souviens ça démarre avec un long plan séquence où Jean Dujardin est en moto et il a un accident. Et donc ça, je me souviens que j'avais trouvé ça cool. Et après, c'est juste des gens qui s'engueulent dans une maison de vacances pendant très longtemps. Mm. Et je me souviens aussi de la fin que j'avais trouvée nulle, même à l'époque, où il répand ses cendres ou un truc comme ça. Enfin, c'est l'enterrement et je crois que je m'étais dit, putain, tout ça pour ça. Moi, je me souviens qu'ils sont vraiment des amis exécrables parce qu'ils décident de partir quand même au Cap Ferré alors que leur pote est dans le coma à Paris, quoi. Et je me souviens aussi qu'il y a un personnage d'ostréiculteur qui est censé leur apprendre la vraie vie et leur dire ce que c'est que d'être des vrais amis, et parce que lui, il est proche de la Terre, donc il comprend les vraies choses. Après, c'est marrant parce que moi, c'est quand même des bons acteurs, donc je me souviens qu'il y avait des scènes qui m'avaient fait marrer ou des trucs comme ça, mais que c'était beaucoup trop long et que surtout c'était hyper. Ça se regardait un peu le nombril, quoi. Je trouvais que c'était vraiment un truc sur leur propre groupe d'amis et tout. Et surtout, le truc de l'ostréiculteur, ça m'avait fait lever les yeux au ciel. Mais comme je suis de Bordeaux, j'aimais bien le côté bassin d'Arcachon, quoi. Mais voilà. Et on n'a aucune envie de regarder ce film. Je pense que c'est le film que j'ai le moins envie de voir de toute cette saison. Pareil. Voilà, on va le regarder. C'est parti. Non, parce qu'il dure 2h34 quand même. C'était ça, vraiment. D'habitude, on attend la fin de l'épisode pour décider, pour trancher si c'est un navet ou un chef-d'œuvre, mais on le sait un peu parce qu'on le regarde ensemble, on sait ce que l'autre pense. Comme on ne l'a pas vu avec toi, je te propose de nous dire tout de suite quel est ton avis sur le film. Est-ce que c'est un navet ou un chef-d'œuvre ? Ou quelque chose entre les deux, parfois. Je pense que... Non, mais ça, c'est de la triche. Navet ou chef-d'œuvre, il faut avoir une opinion binaire. S'il faut être binaire, c'est chef-d'œuvre. Je considère, en tout cas, absolument pas que ce soit un navet. Moi, déjà, le fait qu'on puisse parler d'un film ici, tous les trois, réunis plusieurs années après sa sortie, c'est que par définition, c'est pas un navet, parce que ça n'a aucun sens. Un navet, on va l'oublier, il reste dans les abysses. Je pense que c'est pas un navet. Évidemment que c'est pas un chef-d'œuvre, parce que ça n'a aucun sens de parler de chef-d'œuvre pour 99% des films qui existent. Mais moi, je trouve que c'est un film qui a énormément de qualité, et c'est de ça dont je pense qu'on va essayer de parler. Qui est bourré de défauts, mais je dirais que ses défauts, ce sont aussi en partie ses qualités. Je trouve qu'il a énormément
de charme. Je pense qu'il ressemble au réalisateur, que je connais pas du tout personnellement, mais avec plein d'excès dans tous les sens. Et en même temps, en le revoyant, moi, je pense qu'on peut en faire une lecture un peu différente de celle justement qu'on entend tout le temps et que vous avez déjà évoquée, qui est celle de ils partent en vacances alors que leur copain est en train de mourir, et puis c'est des gens qui s'engueulent et qui sont finalement antipathiques. Et si c'était ça, peut-être la force du film, c'est que ça raconte des gens antipathiques et que ça assume que ce sont des gens antipathiques, et ça, je trouve ça pas mal, moi. Alors, moi, c'est complètement ce qu'on s'est dit en le revoyant, en fait. Je trouve que moi, le défaut du film, on va plus en parler, c'est le côté justement plus mélo et plus essayer de les rendre sympathiques au final. Alors que ce qu'on a trouvé en le regardant, c'est que là où le film est le meilleur, c'est quand il est mordant et quand ils montrent leur pire travers, quoi. Et c'est là où c'est drôle aussi. Donc le film est très très marrant par plein de moments. Enfin, moi, je pense pas que ce soit un mauvais film après l'avoir revu. Je pense que c'est trop long. Et je pense que ça se regarde un peu quand même. Enfin, ou qu'il y a des moments où il aurait pu couper un peu au montage. Non, c'est vrai que c'est long, mais ouais, moi, c'est ce que j'ai préféré en le revoyant. C'était tous les moments un petit peu méchants. Vraiment, toute la première partie, ils sont odieux, mais c'est très marrant et on se reconnaît totalement dans tous leurs travers. Enfin, on est partis en vacances ensemble de nombreuses fois avec Marie, y compris récemment au ski, et on a pu reconnaître pas mal identifier des petits défauts qu'il y a dans tous les groupes d'amis qui partent en vacances. Donc ça, je trouve que c'est très réussi dans le film. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est que après on pourrait prendre personnage par personnage, mais déjà je trouve qu'il y a un sens, il y a un sens, je sais bien, il y a un sens de l'écriture déjà, et ça c'est pas rien. Donc déjà je trouve que ça fait pas un avis. Alors c'est peut-être pas un immense dialoguiste, c'est peut-être pas Jean-Loup Dabadi, parce que souvent les films de groupe, les films de copains, il y en a eu plusieurs dans le cinéma français. Alors on encense toujours Yves Robert avec Un éléphant ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, etc. Moi j'ai revu, alors je vais me fâcher avec Yves Robert. J'ai revu Un éléphant, ça trompe énormément, c'est pas mal. Nous irons tous au paradis, c'est totalement raté. Mais pour moi, c'est vraiment nullissime, quoi. Alors oui, certainement, Guillaume Canet a peut-être pas cette qualité d'écriture, cette concision, ce verbe qu'avaient Dabadi et Yves Robert. Et les acteurs, par contre, je trouve qu'ils ne déméritent pas dans Les Petits Mouchoirs. Mais surtout, il y a quand même un sens de la séquence. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et dans le cinéma français, c'est pas si fréquent il y a comme ça des séquences qu'on n'oublie pas dans Les Petits Mouchoirs. François Cluzet qui casse sa maison pour essayer d'attraper ses fouines. La scène aussi où alors on peut la trouver malaisante, mais finalement, qu'elle soit malaisante n'est pas inintéressant sur ce que racontent les personnages. La scène de révélation, de coming out de Benoît Magimel à Cluzet, elle est pas mal dans ce sens-là. La façon dont Gilles Lelouch se comporte comme une sorte d'ado attardé, à permanence vouloir faire la fête. Finalement, ce qui je trouve le plus reprochable au film, moi, c'est un reproche que je ne lis pas souvent, c'est que les personnages féminins sont sacrifiés dans ce film. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas très intéressants, ils sont pas très bien écrits, ils ont pas les scènes pour eux. Et là, on n'est pas loin, justement, quand même, du cliché de genre où la femme, c'est un peu l'empêcheuse, un peu l'emmerdeuse, un peu celle qui a pas trop envie de faire la fête, c'est un peu celle qui est pas très rigolote en vacances, alors que les mecs, finalement, ils embarquent un peu tout sur leur passage et c'est eux qui mettent le tempo, en fait, des vacances, positivement ou négativement. On en reparlera des personnages, mais Marion Cotillard, qui est le seul personnage féminin qui est vraiment développé, elle a des caractéristiques quand même assez masculines c'est-à-dire dans son approche du sexe, dans son approche des relations de couple. Elle n'est pas traditionnellement codée de façon féminin, quoi. Moi, je suis d'accord sur le côté des personnages féminins qui soit sont... Après, Valérie Bonneton est excellente dans son rôle, elle est vraiment très très drôle. De toute façon, le casting est majoritairement masculin, donc c'est vraiment eux qui... Et ils se ressemblent tous un peu aussi. Physiquement, je regardais je me disais, les Américains, quand ils ont dû voir ce film, ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur arrivait, quoi. C'est vrai que c'est un film très français. Ouais. Si tu devais le qualifier en un mot, qu'est-ce que tu dirais ? C'est hyper dur, en un mot, un adjectif, je veux dire. C'est ça, quoi. Non, je dirais vacances. Vacances, ouais. C'est le mot qui me vient. Pourquoi Les Petits Mouchoirs, d'ailleurs ? Les Petits Mouchoirs, c'est compliqué, c'est parce que ça pleure beaucoup, quand même. C'est peut-être le défaut du film, c'est que les gens pleurent énormément dans ce film. En anglais, le titre, c'est Little White Lies, donc les petits mensonges qu'on se dit entre amis. Et Les Petits Mouchoirs, c'était l'idée des petits mouchoirs qu'on met sur des choses pour les cacher, sur les secrets, ouais, voilà, exactement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de secrets. Voilà. On a une petite tradition, c'est de résumer le film en 30 secondes, d'essayer en tout cas. Cette semaine, c'est le rôle d'Anaïs. Non, je pense que c'est le pire groupe de gens rassemblés dans un même endroit depuis, le dernier congrès du RN. Et donc, leur meilleur ami est à l'hôpital. Et ils sont censés partir en vacances pendant 1 mois au Cap-Ferret. Et on va quand même pas gâcher 1 mois de vacances au Cap-Ferret. Ils partent que 2 semaines, c'est ça. Voilà. Mais ils se disent, on va raccourcir un petit peu. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a rien qu'on puisse faire.
Et donc, ils partent en vacances et ils s'engueulent et ils s'engueulent. Ils ont tous beaucoup de secrets et tous beaucoup de problèmes de couple. Même la célibataire, elle a des gros problèmes de couple. Et à la fin, leur ami meurt. Voilà. Je crois que j'ai bien résumé, non ? Et c'est comme ça qu'ils apprennent à prendre de la distance un peu sur eux-mêmes, grâce à la mort de leur ami aussi, j'imagine. Oui, on voit pas trop ce qui leur arrive après, donc on sait pas si ça a été une belle leçon dans leur vie ou pas, mais j'imagine. Ils font des discours très longs quand même à l'enterrement. C'est vrai, mais en fait, à ce moment-là, mon cerveau avait totalement déconnecté du film, donc je savais qu'il y avait cette scène d'enterrement, mais je voulais vraiment que ça s'arrête, donc j'ai pas trop écouté ce qu'ils ont dit. Est-ce que tu ajouterais des choses à ce résumé ? Ah ouais, complètement. C'est un résumé qui est tellement subjectif. Et On méchant. est là pour ça. Et méchant. Mais attends, je juge les personnages, hein. Je juge ni le réalisateur, ni les acteurs. Je ne le résumerai pas de la même manière. Je dirais, c'est un groupe d'amis complètement fait d'individualités extrêmement égocentriques, certainement égoïstes, et qui ont pour habitude de partir en vacances tous les étés dans la maison du plus riche de tous. Et en fait, rien ne peut empêcher ce départ en vacances. Et même la chose la plus dramatique, c'est l'accident de l'un des leurs. Et on va suivre leurs vacances alors même ils savent même plus en fait ce qui les motive à partir en vacances. Ils savent même plus très bien ce qu'ils font là. En fait, ils vont tous très mal. C'est un film de grands dépressifs. Et c'est la chose que moi, j'arrive à percevoir et qui, finalement, je crois, me touche. Et je pense que c'est la raison pour laquelle... Parce qu'il faut toujours se questionner pourquoi un film a autant marché. Parce qu'on n'est pas dans une grande comédie populaire. On n'a pas l'habitude que ces films-là fassent comme ça 5, 6, 7 millions d'entrées. Je ne sais pas exactement combien d'entrées il a fait. 5. Alors, c'est un film qui fait 2h30, qui est finalement, on va dire, un peu une comédie de mœurs. Et pourquoi il fait autant d'entrées ? C'est que je pense qu'en fait, c'est un film profondément dépressif. Non, mais c'est un film profondément dépressif qui raconte des gens qui vont mal. Et que malgré le fait qu'ils vont mal, ils essayent quand même de s'en sortir avec ça. Et l'idée que c'est quand même l'amitié. Alors oui, c'est très cucu, oui, on peut sourire de ça, mais que c'est quand même l'amitié qui fait qu'au final, de se dire qu'on a des gens qui nous aiment autour de nous et qu'on aime, et même si on a du mal à se raconter, même si on est égoïste, et même si on est sur nous-mêmes, et finalement, ça, c'est un petit peu rassurant. Moi, je crois que c'est ça qui a plu aux gens et que c'est ça qu'essaye de raconter le film. Maladroitement, certes, avec énormément de défauts, mais je serais autant de mauvaise foi pour le défendre que vous êtes de mauvaise foi pour en dire du mal. Non, mais moi, c'est exactement ce que j'ai dit. Je pense qu'on a fait le même résumé, en fait. C'est ça que je voulais dire, en tout cas. Si on doit voir pourquoi ça a eu autant de succès, moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect, justement, ça souligne un peu les vilains défauts dans lesquels tout le monde peut s'identifier, et puis les dynamiques de groupes d'amis que tout le monde reconnaît aussi, parce qu'on les a tous eus à un moment ou un autre. Le mec qui est obsédé par son ex, l'autre qui est immature, ou bien même le fait de courir pour avoir la meilleure chambre, ou des choses comme ça. C'est des petits moments qui sont hyper identifiables et qui sont pour moi les trucs les plus réussis du film aussi. Et après, il y a l'aspect émotion qui forcément fonctionne aussi parce qu'on aime bien pleurer en général, je pense, au cinéma. Enfin, c'est cathartique, quoi. Oui, et puis moi, je me souviens que j'avais été très émue la première fois que je l'ai vu. Là, la deuxième fois, pas du tout, mais je me souviens que j'avais vraiment pleuré. Quand j'ai découvert le film, ça avait marché, clairement. C'est un film, on rit. On pleure. Les acteurs, franchement, sont bons. Oui, franchement, les acteurs sont bons. Ah oui, ils sont excellents. Il y a quelques super séquences. Oui. Ok, c'est trop long. Ok, il y a des trucs qu'on décroche parce que c'est trop cucu, c'est regarder filmer, c'est regarder écrire. Certes, il a pas su couper son film. Mais c'est déjà pas mal de choses. Et en plus, et moi je rajoute un truc, et vous serez certainement pas d'accord avec moi, oui, ce n'est pas Jonathan Glazer, mais c'est hyper bien mis en scène par moment, honnêtement. Et moi, ça, en le revoyant, parce que c'est certainement, j'ai été plus attentif à ça qu'il y a une dizaine d'années, quoi, quand le film est sorti, même un peu plus. Et en fait, pour un film de groupe, il y a des moments qui sont extrêmement bien mis en scène. Notamment, la difficulté dans un film choral comme ça, de passer d'une histoire à l'autre. Il fait ça avec quand même beaucoup de fluidité. Et ça, c'est quand même un vrai mérite. Je crois que c'est aussi pour tout ça qu'il arrive à embarquer le spectateur dans son histoire, qui, résumé comme tu l'as fait, Anaïs, en effet, ne donne pas très envie. J'essaie d'imaginer maintenant Jonathan Glazer qui réalise les petits mouchoirs. Est-ce que ça serait exceptionnel. C'est pas mal, je pense qu'on serait... Ou Guillaume Canet qui fait la zone d'intérêt. Le côté dépressif aurait été bien plus souligné, je pense. On serait dans la maison d'à côté, en fait. Voilà, oui, c'est de ça. L'autre côté des... et on les entendrait. On a un concept. Mais on se dirait surtout pas, faut pas aller là-bas.
On l'a dit, ou en tout cas Anaïs, tu l'as dit dans ton résumé, le péché originel de ce groupe d'amis, c'est quand même de laisser tomber leur pote qui vient d'avoir un accident, qui est en réanimation. En soins intensifs. En soins intensifs, qui... Alors là, le médecin, en tant que médecin, je vais parler, il n'est pas du tout en soins intensifs. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'arrête... Oui, je sais, il n'arrête pas de dire qu'il est en soins intensifs. Il n'est pas intubé, pas ventilé. Il n'a aucune raison, en fait. Il n'est pas en soins intensifs. Mais pourquoi il meurt d'ailleurs ? Mais c'est ça, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde dans le film. On devrait le voir logiquement intubé, ventilé, en réanimation, donc en soins intensifs. Sauf que j'imagine ça n'arrangeait pas Guillaume Canet parce que il fallait pouvoir communiquer avec lui, les scènes où il parle au téléphone, où il a l'air quand même de comprendre, etc. Et quand quelqu'un est intubé, ventilé, il est de toute façon mis dans un coma artificiel. Donc, ça n'aurait pas été possible. Je pense qu'il avait quand même besoin qu'on s'identifie un petit peu à Jean Dujardin, même après l'accident. Et voilà, je pense donc qu'il a fait ce choix-là, mais qui, pour le coup, d'un point de vue médical, pas très cher Guillaume, si tu m'entends, je te donnerai 2-3 conseils la prochaine fois. Peut-être pas de mise en scène, mais en tout cas de médecine, si tu veux bien. Bah surtout, c'est ça qui rend difficile à accepter leur décision parce qu'ils disent on peut rien faire, de toute façon, il est en soins intensifs, on ne pourra pas le voir. Donc ça sert à rien qu'on soit là, autant partir. Ils savent qu'ils peuvent le voir quand même, parce qu'il y en a une, Léa, la copine de Gilles Lelouch, dedans, qui dit qu'elle pourrait lui rendre visite. Et on comprend qu'en fait, elle n'est pas proche vraiment du reste du groupe, donc ils la regardent tous un peu genre cause toujours. Mais en fait, ce qui est quand même inacceptable, c'est que... Enfin, inacceptable, à mes yeux, moralement, c'est que de la part de ces personnages de fiction. Exactement. C'est que si le mec était dans le coma, leur argument de on peut partir, de toute façon on ne peut rien faire et on rentre s'il se réveille ou un truc comme ça, on rentre direct. Ok, là il est éveillé, il peut communiquer en clignant des yeux ou des choses comme ça. Et là c'est dur quoi. Surtout Jean-Louis, il va le voir à un moment donné dans le film. Bon, cette décision nous a un peu heurtés. Mais là il est réveillé. Ah bah ouais, il est même pas dans le coma, c'est ça. Il le laisse alors qu'il est même pas dans le coma, c'est ça, j'avais oublié. Mais il l'est après, non ? Non, je crois pas. Je crois qu'il le laisse vraiment à l'hôpital. Ils partent vraiment en vacances quoi. Leur pote est en réa, il est conscient. Ils ont trinqué à sa santé, ça suffit. Hein. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je sais même pas s'il m'a reconnu. T'as fait l'aller-retour dans la journée ? Ben ouais. Bah oui, comme vous pourrez tous le faire en fait. Ouais. On va voir un verre à sa santé. Désolée, je vous ai pas attendu. Les pires amis du monde. Ça, c'est plus tard dans le film, en fait, où Jean-Louis, du coup, l'ostréiculteur, fait l'aller-retour pour aller voir Ludo, qui est donc à l'hôpital. Les autres prennent de ses nouvelles pendant 30 secondes, et après, ils sont là, bon, allez, on boit un verre à sa santé, mais ils en ont rien à faire. Et ça, c'est plutôt marrant, parce qu'ils l'ont déjà fait au début, justement, de dire on va boire un verre à sa santé, et ça correspond totalement à la méchanceté dont tu parlais au début, Thomas, puisque ils se moquent très clairement là de ce groupe d'amis qui est incapable de ressentir la moindre empathie, et le seul truc qu'ils arrivent à faire, c'est trinquer à la santé du mec qui est à l'hôpital, quoi. C'est horrible. T'as pensé de quoi de leur décision, en tant que personne qui défend ce film ? Non mais... c'est compliqué, évidemment que c'est le péché originel, on pourrait dire... c'est horrible, c'est leur pote, bon, il est à l'hôpital, on passait du temps avec lui, s'occuper de lui, le réconforter, etc. Bon, c'est pas le parti pris du film. Moi, j'arrive à le comprendre, ce parti pris, en effet, en me disant, ce qui est intéressant, ce sont des personnages enfermés dans leurs mensonges, dans leurs secrets, dans leur petite vie égoïste. Et si c'est ça, Guillaume Canet, c'est fortiche, quoi. Il se dit, je vais faire un film là-dessus. J'ai l'impression que les mauvaises langues que vous êtes, ricaneuses en regardant le film, vous dites, non, ça échappe au réalisateur, il se rend même pas compte qu'il raconte des personnages. Non, pas forcément. Moi, parce que c'est vrai, quand on dit on fait un film de potes, on a envie de montrer des potes, des gens sympathiques, quand même. Et c'est vrai que profondément, ils sont antipathiques. Et ils sont, quand même, ils ont énormément de secrets et énormément de mesquineries, de petits mensonges, tous un peu les uns dans leur propre vie et les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est démontré très tôt que ce sont des personnages, au-delà même de cette histoire avec Jean Dujardin, que ce sont des personnages pas très glorieux. Déjà, le personnage de Jean Dujardin lui-même. Oui, il est présenté comment ? Comme un peu tox, un peu fêtard, un peu lourd avec les meufs. Un peu lourd, un peu main baladeuse. C'est quand on regarde en plus même cette première scène à l'aune de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, on se dit c'est affreux à regarder. Ouais. C'est vraiment, on y est quoi. Il tripote un peu toutes les filles dans la boîte de nuit, etc. Donc même lui, pas beaucoup plus sympathique que les autres a priori. On prend le personnage de Gilles Lelouch, qui est l'exemple même du bon pote. C'est le bon pote, Gilles Lelouch. C'est ça qu'il interprète. J'imagine qu'ils ont dû réfléchir à ça, que Guillaume Canet lui a dit, toi, tu fais le bon copain, c'est-à-dire le mec qui est là pour faire la fête, pour rigoler, mais au fond, qui a quand même un grand cœur, etc. Comment on nous définit Gilles Lelouch ? Comme un mec
qui est un queutard, qui trouve des filles, je sais pas quoi, je sais même pas comment, j'imagine sur des sites internet, je sais pas trop. Et puis, s'il voit que la fille lui plaît pas, il trouve la bonne copine qui est Marion Cotillard et qui fait un pipeau pour abandonner la nana. Et il s'en va en plus sans payer à bord de son scooter. Il utilise l'excuse de son Ouais, pote ça, qui c'est- vient d'avoir un accident de C'est scooter. affreux. Pour, Donc ça, c'est évident que ça peut pas échapper à l'auteur. C'est évident que c'est un parti pris. Et moi, je trouve que c'est d'une immense violence et donc ça devient intéressant. Mais alors, je pense qu'il y a un truc où, dans la perception des gens, y compris la nôtre sûrement à l'époque, ou de la critique, comme les acteurs du film sont aussi les potes de Guillaume Canet ou ses proches dans la vraie vie, je pense que, en tout cas, ça a sûrement été mon cas à l'époque, on a eu du mal à se dire qu'il avait forcément un regard méchant, assumé envers eux. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment souligner... Parce qu'on avait un peu l'impression que c'était un film de potes pour lui aussi, c'est-à-dire et qu'il montrait ses potes et que donc il y avait un regard aussi indulgent et sympathique. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est vrai, c'est ce décalage entre ce que nous, on a projeté. C'est-à-dire, nos modèles de films de potes, c'est le Splendide, c'est les Bronzés, on sait que c'est des troupes de potes, comédiens, qui font leur truc ensemble et donc qui ont ce côté sympa. Et au fond, très sincèrement, ce sont des gens pas sympas. Et tu as raison que ça a peut-être créé un petit clivage de pas très bien savoir où se situait Guillaume Canet là-dedans. Et ce qui est intéressant, Guillaume Canet ne joue pas dans le film. Donc Guillaume Canet s'extrait de ce groupe de potes à ce moment donné pour réaliser le film. Il aurait tout à fait pu trouver sa place dans ce film. Il n'y a pas de raison qu'il joue pas dans le film, en fait. Et ce que je trouve intéressant aussi par rapport au Splendide, c'est que si tu regardes Les Bronzés font du ski, c'est tellement exagéré que justement la comédie, elle vient aussi de ça. Alors que là, ça appuie ou ça fait mal parce qu'en fait, c'est pas si loin de la réalité que ça. C'est-à-dire que vraiment, les scènes avec Laurent Lafitte qui parle tout le temps de son ex ou Cluzet qui s'énerve, c'est malaisant parce que on a pu vivre ces moments parfois mot pour mot, alors que personne n'est allé se coucher avec ses chaussures de ski, par exemple. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il joue pas sur le même registre. Il joue pas sur la farce et il est vraiment sur un truc un petit peu plus satirique, mais très fin. Et donc, on est obligé de s'identifier un petit peu et ça peut être interprété différemment qu'une comédie qui est tellement grossière que... Ouais, parce que je pense que ce qui peut créer un malaise et créer le rejet, en effet, c'est que quand on étudie le film, on se dit, mais en fait, on aime le film pourquoi ? En fait, un film de potes, c'est en général, on aime le film parce qu'on a envie de passer du temps avec ces gens-là. Et là, quand on analyse le film en même temps, ou quand on vit le film, on se dit, mais non, mais c'est horrible. Est-ce qu'ils ont conscience que c'est vraiment les pires gens avec qui on a envie d'être amis ? Et au fond, ce qui est très, très malaisant également, c'est qu'à plein d'égards, on leur ressemble. Ce serait malhonnête de ne pas dire qu'on leur ressemble pas. Moi, je me suis reconnu par moments dans Laurent Lafitte, je me suis reconnu par moments dans... Non, mais quand on est en chagrin d'amour, on s'est tous reconnus dans Laurent Lafitte. Moi, je le trouve génial pour ça, son personnage, parce qu'il est à la fois extrêmement agaçant, on n'en peut plus, parce que quand il revient, c'est à peu près toujours pas la même chose, mais exactement comme soit le copain, soit nous-mêmes, quand on a pu être obsédés à montrer les textos, qu'est-ce que je dois lui répondre. Moi, c'est celui pour lequel j'ai le plus de tendresse, en fait, parce que c'est pathétique, mais c'est moins méchant que les autres. On va passer au personnage, puisque le film est un film choral. C'est marrant parce que tu as écrit, c'est un film avec tous les acteurs français, et c'est factuellement correct. Tous les acteurs français sont dans ce film. C'est un peu le Game of Thrones du cinéma français, quoi. Il fallait vraiment que tout le monde soit dedans. Alors, commençons par Marie, avec laquelle je me suis identifiée au-delà du prénom même, surtout sur sa scène de pétage de câble quand elle fait du jet ski. Là. Oui, c'est ça. C'est Marie quand elle fait du ski. Exactement. Tu t'identifies ? Marie, qui est jouée par Marion Cotillard, qui est le personnage féminin central, comment vous la décririez en un mot ? Masculine, quoi. C'est dommage parce que... C'est le copain de plus, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, un pote, exactement, quoi. c'est ça. Et alors que je la trouve vraiment super dans le film. Ouais, moi aussi. Et bon, elle en a pris plein la tronche avec The Dark Knight, mais en vrai, c'est une super actrice. Et là, elle est vraiment excellente. Mais c'est vrai que moi, ça me gâche un petit peu le plaisir de voir comment elle est caractérisée de manière aussi masculine. Et aussi, elle est bi, et donc forcément, il faut qu'elle couche avec tout le monde ou qu'elle ait du désir pour tout le monde. Et qu'elle soit incapable de se poser romantiquement. Elle a un peu écrite quand même avec peu de nuances. Oui.
Mais Marion Cotillard en fait quand même quelque chose de bien parce que c'est Marion Cotillard. Au final, c'est le personnage le plus sympathique parce que c'est aussi celle qui a le plus d'empathie justement envers Ludo, qui a les moments de tendresse avec lui où on sent qu'elle est travaillée par ça. C'est la seule aussi qui dit au début ah bah non, on peut pas partir en vacances. Elle est vite convaincue. C'est vrai. Mais elle est assez sympathique quand même. Et il y a une scène où elle pète un câble qui moi m'a fait beaucoup rire quand même. Oui, parce que tout le monde se moque d'elle parce que ils lui font une blague en fait. Ils font du jet dans l'eau, ski voilà. et après ils veulent plus l'aider à remonter et ils sont allés beaucoup trop vite, donc elle a pas du tout apprécié et elle est très très drôle dedans. Pour revenir à cette scène de ski nautique plutôt que de jet ski, pour être précis. Tout à fait. Il faut de la précision. C'est bien, aussi bien au niveau médical que de sport nautique. C'est mes deux passions. Donc, cinéma n'est que la troisième. Donc, dans ce ski nautique, qui n'est même pas du ski nautique, c'est de la bouée, c'est la une bouée bouée tirée, quoi. Ouais. Et donc elle se pète la gueule et elle est furax. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et parce qu'elle est exceptionnelle, parce qu'à la fois, j'imagine que c'est difficile à jouer, donc il faut avoir quand même des talents de comédienne. Et où c'est exceptionnel aussi, c'est comme tu viens de le dire, Marie, mais je pourrais dire la même chose. On se reconnaît tous. Ouais. Mais à un point, et là quand même, alors oui, ça vole pas très loin, c'est pas du très très grand cinéma, mais c'est quand même joli quand on arrive dans un film, ces petits moments de grâce où on se dit mais il touche un truc qui est tellement vrai, qu'on a tellement vu, tellement vécu nous-mêmes, ou vu vivre chez un copain, un frère, une sœur, et que c'est quand même assez exquis. Et ça, ce moment-là particulièrement, il y en a 4-5 comme ça dans le film qui je trouve font que ce film bascule très largement du côté des chefs-d'œuvre. Je crois que c'est le moment qui nous a le plus fait rire. Tous les deux. C'est génial. Ça et le bateau de Laurent Lafitte. C'est très très drôle. Et pour le coup, là on part plus dans les bons et fonds du ski. On part dans quelque chose d'un peu exagéré, mais c'est hyper drôle. Parce qu'il le tient, son truc des textos, le mec avec son téléphone, ses textos, et au moment où il passe le permis bateau, c'est très très drôle. J'adore ce moment. Ensuite, on a Max qui est joué par François Cluzet, dont on parlait tout à l'heure, c'est l'ami riche, et qui est aussi plus âgé que le reste du groupe. Donc on s'est un peu interrogé pendant le film sur pourquoi. La raison de leur amitié. Enfin, moi j'ai une théorie. Comment ils se sont tous retrouvés amis avec un vieux comme ça? Ça, je sais pas, Parce que tous, ils ont la même génération. Ouais, c'est ça. Il avait une maison Cap Ferret. C'est comme un gros con, lui. Ouais, de ouf. Après, ce qu'on comprend, c'est que c'est un gros con dans le film, mais que peut-être il est pas... Enfin, il est en plein pétage de câble. Dans le film, très clairement, il est insupportable. Voilà, exactement. Il traverse une petite crise parce que son meilleur ami lui a fait une déclaration d'amour. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage générationnel entre lui et le reste du groupe. Moi, ma théorie, c'est qu'il a une maison ferrée. Et que surtout, il est propriétaire. On comprend qu'il est propriétaire d'hôtels et de restaurants à Paris. Donc, je me suis dit peut-être qu'au départ, il se retrouvait dans son restaurant. Ils se sont rapprochés de lui. Et après, cette tradition des vacances. Moi, je pense que c'est ça. Parce que nous aussi, on a sympathisé avec beaucoup de patrons de restaurants. Oui, mais pas au point d'aller chez eux. Pas au point d'aller chez eux, peut-être parce qu'ils n'ont pas une maison au Cap Ferret, mais sinon, peut-être qu'on aurait un petit peu insisté. C'est vrai. Le lien, alors après, il y en a un autre qui est le lien, qui est le kiné. C'est-à-dire que Benoît Magimel est kiné, semble être le kiné de François Cluzet. On sent que l'amitié la plus ancienne serait celle-là, au départ. Ouais. Et peut-être que les autres sont des amis de Benoît Magimel qui sont... de fait devenus amis de François Cluzet. Je suis très proche de ma kiné. Proche comme François Cluzet et Benoît Magimel. Non, pas autant. Mais elle a failli venir au lancement de notre livre. Vous n'avez pas eu le droit à la déclaration d'amour encore? Pas encore, non. Ça, c'est l'étape suivante. C'est clair. Ça. D'ailleurs, on va en parler. Vincent, qui est joué par Benoît Magimel, qui fait une déclaration qui dit à son meilleur ami, à François Cluzet, qu'il aime ses mains, mais qu'il aime aussi autre chose. Et il lui dit bien que, il n'a jamais aimé aucun autre homme, mais il est amoureux de lui, quoi. Du coup, lui, il est gay? Il est hétéro, mais il n'est pas hétéro. Voilà. On a eu pas mal de discussions autour de leur déclaration, donc de toute cette intrigue, parce que c'est un peu la trame du film. En plus de Ludo, c'est les deux intrigues qui se suivent le plus tout le long du film, où il y a une tension qui monte aussi, parce on comprend qu'à un moment ou à un autre, ça va être révélé, parce que François Cluzet vit très très mal Max vit très mal cette révélation et a du mal à se contenir. T'as pensé quoi, toi, déjà de cette déclaration et de la façon dont ça se déroule après dans le reste du film? Déjà, je trouve ça très beau ce que joue Magimel, et je le dis vraiment sans aucune ironie. Et j'aime aussi ce côté très dur à entendre, et on peut s'en moquer, mais ce côté hétéro-con, c'est-à-dire... non, mais je suis pas pédé. Je suis amoureux de toi, mais je suis pas pédé. Oui, son homophobie intégrée. Ouais, je trouve ça intéressant, en fait, finalement, de pas...
Pourquoi faire semblant avec ce qu'est la réalité? La plupart des hommes hétérosexuels qui refoulent leurs sentiments homosexuels qui peuvent apparaître et qui, par conditionnement, vont au contraire développer une homophobie supérieure à la moyenne, je dirais. Je trouve ça plutôt intéressant. Ce que j'aime le moins dans cette histoire, finalement, c'est cette obsession et le fait que ça devienne une sorte de fil rouge. Ouais. C'est vraiment le fil rouge sur le personnage de François Cluzet qui n'arrive pas du tout à le dépasser et qui serait la raison pour laquelle il est aussi insupportable en vacances. Ça, c'est ce qui m'intéresse le moins parce que je pense que la raison pour laquelle il est aussi insupportable en vacances, elle est beaucoup plus intéressante dans le film, qui est que le mec est insupportable en vacances. Ouais. Et qu'on en connaît plein des gars comme ça. Et qu'on en connaît plein, et c'est pas parce qu'il invite tous ses potes, parce qu'il a absolument besoin d'avoir ses potes avec lui, parce qu'il a besoin de faire des cadeaux. Il veut flamber aussi. Il veut flamber, il veut être aimé, il sait pas. Et sa façon pour lui d'être aimé, c'est le fric. Et c'est montré plein de fois dans le film. Il fait des cadeaux et les gens lui disent arrête de faire des cadeaux, arrête de payer pour les autres, etc. Et en plus, il a ce truc vraiment, mais il est odieux, puisqu'il même, il le dit, vous avez une belle descente quand même, etc. Donc genre, je vais devoir racheter du vin, vous me coûtez cher, quoi. Alors c'est lui qui les a invités. Donc il est vraiment atroce. Et je pense que profondément, ce type est malheureux parce qu'il a perpétuellement ce doute que les gens l'aiment pour son fric et non pas pour qui il est. Donc il est de toute façon odieux. Et je trouve que de tout le temps ramener ça à cette histoire, alors qu'en plus Benoît Magimel est quand même hyper charmant dans le film, notamment, je veux dire, je parle dans le film, dans la vie peut-être aussi, mais dans le film particulièrement, et qu'il est en plus assez délicat dans sa façon de déclarer son amour. Il essaye pas de le coincer entre deux portes, il essaye pas de l'embrasser de force, il le met pas mal à l'aise, quoi. Il essaye... il est maladroit, tout ce qu'on veut, mais après, bon, il essaie quand même d'accepter le truc, quoi. Moi, je comprends pas très bien pourquoi Cluzet se met dans cet état-là. Après, ce qui est intéressant, je trouvais, on en a parlé un peu en regardant le film, c'est que il est très touchant. Je trouve que sa déclaration d'amour est touchante. Je trouve aussi que le moment où, justement, il a un coming out forcé devant tout le monde et que sa femme le prend dans ses bras après, j'ai trouvé ça très émouvant. Et assez bien fait, justement. Mais il y a quand même un truc où, en fait, le problème... c'est que si on tombe amoureuse d'un de ses potes qui est en couple alors que nous-mêmes sommes en couple, le problème c'est pas la question de l'homosexualité ou pas, c'est aussi que tu le gardes pour toi, quoi. Voilà, exactement, c'est travailler sur tes sentiments, mais si tu sais qu'en plus c'est pas réciproque, garde-le pour toi et passe à autre chose parce que c'est ça qui va... Ouais, mais je trouve qu'il le garde pour lui. On peut critiquer le fait qu'il fasse cette déclaration au restaurant au début, bon, c'est le point de départ quasiment du film avec l'accident de Ludo. J'ai l'impression, mais peut-être que j'ai pas tout bien regardé, mais que Magimel après finalement fait plus trop référence à tout ça. Ah oui, bien sûr. Après lui, il est beaucoup plus délicat, comme tu dis. Ce que je trouve plus chiant, c'est que Pascal Arbillot, qui est son épouse dans le film, ou là sa compagne, la mère de ses enfants, pour le coup, il serait obligatoirement, on sent qu'ils ont des problèmes, qu'ils couchent plus ensemble, avec des problèmes de sexualité, etc. Ouais. Ça, puis elle devient une figure un peu pitoyable en fait dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle part courir avec eux sur la plage, et on sent qu'elle est en train. Déjà avant, elle était en train de regarder du porno, mais en dessin animé. Voilà. Et après, donc on sent qu'elle a des petites frustrations sexuelles. Et après, elle va sur la plage et elle commence à courir, et on sent qu'elle expulse sa frustration et elle est en train de pleueurer. Il y a un côté justement. Et elle met de la lingerie aussi. C'est tellement triste. Très, très triste. C'est triste. Mais on s'est dit pendant tout le truc, la pauvre, quoi. C'est triste et je comprends pas bien ce que ça essaye de raconter. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, ça me gêne. En tant que spectateur, j'ai pas envie de voir ça. Et en même temps, je sais pas très bien ce que ça raconte. Elle essaie de raviver la flamme dans son couple, mais... Au moment où... Ah oui, mais c'est ça. Non, mais ça, on n'a pas compris. Voilà, encore, elle essayerait de le provoquer un peu. Bon, pourquoi pas, c'est un peu... bon. C'est ce qu'on s'est dit, pour une fois qu'il est motivé. Il faut pas le laisser tout... Il se jette sur elle, évidemment, elle attend que ça. Et là, elle lui dit, attends, stop, 2 secondes. Ouais. Après, c'est un peu mauvaise décision, le film, parce que il y a la décision de partir en vacances alors que leur ami est à l'hôpital. Il y a cette décision d'interrompre ce moment en disant, attends, je reviens, alors que t'as envie de dire non, meuf, là c'est le moment, il faut y aller. Et pour moi, la décision de Magimel, c'est vrai qu'après, pendant tout le film, il est assez touchant parce qu'il en fait pas des caisses et il est plutôt à sa place et il a juste envie de réparer cette amitié. Mais moi, la déclaration, j'ai quand même du mal à le comprendre parce que je trouve que ça rompt un contrat d'amitié quand on sait que de toute façon, c'est voué à l'échec. Je comprends qu'il ait envie d'en parler à son meilleur ami et de lui dire ce qu'il traverse, mais je trouve ça un peu dur. Et en plus, moi, je trouve aussi que ça rompt un contrat avec le soignant, en fait, parce que justement, moi, si ma kiné me dit « j'ai des sentiments pour toi, j'aime tes mains », ça va me mettre très mal à l'aise et je pourrais plus aller voir cette kiné après, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi... Enfin, moi, c'est ça qui me choque, c'est que je me dis... Il y a d'autres kinés. Je sais pas, moi, je sais pas. C'est marrant, moi, ça me questionne. Est-ce que si un très, très, très bon ami à moi me faisait une déclaration, ou une très bonne amie, en me disant, voilà, je sais qu'il peut rien se passer pour 1000 raisons, parce que
t'es marié. Bah, je sais pas si ça. Je réagirais certainement pas comme le personnage de Cluzet. Certainement que ça Moi, je serais aurait une flattée, hein. influence. Mais je suis pas sûr que ça me bouleverserait. Quoi, je pense pas je lui en voudrais que ça abîmerait notre amitié pour autant. Ah quoi. non, moi pas du tout. Moi non au plus, contraire, je pense pas, que ça mais- me, Donc, je suis enfin, pas- ça me toucherait, quoi. Donc mais je trouve pas que la décision de Magimel de lui en parler soit vraiment problématique. C'est la relation de Cluzet qui a un problème. Lui, Ouais. peut-être ça aurait pu l'aider si Cluzet lui avait dit bon bah voilà, ça arrive, ces trucs qui arrivent. Bon Bah, bah c'est ce qu'on maintenant se on va disait. Nous, dépasser en le fait, machin quoi. on imaginait ça. On se disait qu'en fait, n'importe quelle personne qui a un peu de bienveillance envers son ami, un très bon ami, Ouais. dirait bah, je suis vraiment désolée parce que c'est pas réciproque et ça me met un petit peu mal à l'aise Ouais. que tu me dises ça, mais on est amis et voilà, on va essayer de dépasser ça. Mais moi, je pense que c'est réciproque. Et c'est pour ça qu'il C'est possible. c'est pour ça qu'il C'est réagit possible. comme En ça. tout cas, Peut-être. En tout cas, la réaction de Cluzet, voilà, on a du mal à la comprendre. Quoi. En tout cas, elle nous est assez insupportable. Mais le personnage, de toute façon, de Cluzet, il joue un mec, un psychorigide. Donc, c'est un psychorigide Oui, oui. hétérosexuel qui peut même pas imaginer une seule seconde que son copain, qui lui touche le cul, comme il dit, pendant les séances de kiné, puisse être homosexuel. Quoi. En tout cas, avoir des sentiments pour lui. Ça lui est insupportable. C'est un énorme psychorigide. Ouais. Ouais. Pour moi, la plus grande question, quand même, c'est comment est-ce qu'il est tombé amoureux de François Cluzet, enfin, de ce personnage-là qui a l'air détestable. Donc, Oui, qui est c'est pas ça aussi. si charmant que ça dans le film, en tout cas. On Non. comprend Il pas a une trop. maison ouais. qu'a fait, regarde. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ensuite, on a Eric qui est joué par Gilles Lelouch. Il est un peu lourdingue. Pour moi, c'est le pire. Mais très charmant. Je le parce que trouve moi, j'aime bien vraiment, Gilles Lelouch. donc, J'aime beaucoup Gilles Lelouch, mais dans ce film-là, je le trouve vraiment insupportable. Mm. Et je pense que c'est celui qui a le moins accès à la rédemption pour moi quand je le Ah vois. non, moi, Moi, je suis pas j'avais d'accord qu'une du envie, tout, c'est hein. qu'il finisse avec Marion Cotillard. Mais enfin, Mais moi, moi, c'est je trouve ça ça qui me... génial. Le mec finit seul. La meuf, sa meuf, bon, qui trompe, en veux-tu, en voilà, quand même le largue. Bon, en plus, dans une scène d'une grande pudeur, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se raconte. Oui, qui dure longtemps d'ailleurs. Ouais, hein. à l'aéroport. Ouais, Mais on a bon, bien le temps de lire sur les lèvres. voilà, en tout cas, bon, elle le largue. Et c'est vrai que c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt sympathique. C'est-à-dire que ce type qui se conduit quand même extrêmement mal avec à peu près tout le monde, et notamment avec les filles, bon, bah finalement, il se fait larguer, il essaye de la récupérer, il va en bas de chez elle. Il y a une sorte de référence au film Coup de tête, puisqu'on verra le film Coup de tête au début du film. Et puis ensuite, il escalade par la gouttière, exactement comme dans Coup de tête. Et il la regarde qui dort, voilà, elle lui rouvrira jamais la porte. Autant Anne-Marie Vin reviendra auprès de Laurent Lafitte, puisque Laurent Lafitte, on sent que c'est un gentil garçon quand même. Bon, c'est un peu Oui. un peu bené, mais Oui, c'est un bon il a bouc, l'air, quoi. ouais, il a pas l'air d'être bien méchant, a priori. Un peu insistant, mais voilà. En tout cas, il sait ce qu'il veut. Il a Oui, mais en même temps, fille. elle lui envoie aussi des... Voilà. Parce que parlons-en de lui. Elle envoie en fait des textos qui... Hyper enfin, ambigu, quoi. Ouais, voilà, genre, tu as Je laissé vais- une part de toi chez Ouais. moi. Enfin, Mais je moi, comprends trouve ça qu'il assez puisse drôle. pas tourner Les la page. analyses de textos, c'est drôle, franchement. Oui, bah, Il y a ça, des c'est analyses de génial. textos qui sont très Mais marrantes. elle qui est avec quelqu'un d'autre et qui est en train de lui envoyer ça, elle aussi est odieuse en fait. Oui, bah, c'est C'est-à-dire ça. qu'il y a vraiment personne dans ce film. Bien sûr. Moi, je reviens à Cluzet. Il y a quand même une scène que moi, je trouve quand même incroyablement malaisante. C'est la scène où Cluzet s'en prend au gamin qui joue à 1, 2, 3 soleil. Ah, c'est Ah ouais, horrible. c'est Ouais, mais il génial. faut l'écrire, cette scène, quand même. Ah, il faut, c'est horrible. il faut l'écrire Après, ça et me y fait un peu croire, rire, quoi. Non mais ça c'est vraiment génial. Et je il suis faut y d'accord. croire, quand même, pour Ouais. se dire, je vais la mettre en scène, je vais convaincre mon acteur, qui est quand même un des plus grands acteurs, en tout cas, les plus populaires français, de jouer ça. Mm. Parce qu'il faut aller le jouer. Et puis après, il y a la même, un peu, la scène miroir où il va dire bah, demande à ton père. Ouais, gamin, ouais. c'est quoi un PD? Demande à ton père. Et c'est là qu'il lui fout le poing dans la gueule. Et il y va, quoi. Tu vois, moi, je trouve que le film, il n'est pas du tout tendre avec ses personnages. Il est extrêmement méchant. Mais je suis d'accord, c'est intéressant cette analyse de se dire finalement, c'est comme s'il y avait un quiproquo. C'est-à-dire que ce film, les gens l'aiment. Et nous-mêmes, on l'aime parce qu'on prend ce fameux plaisir coupable à le regarder, parce que c'est un film de potes et on est finalement assez bien avec eux, ils nous font marrer dans leurs travers et dans leurs conneries. Et au fond, il nous met extrêmement mal à l'aise, donc on a envie de détester le film parce qu'on se rend compte au bout d'un moment, ces gens avec qui on se dit tiens, ça va être sympa quand même de passer des vacances sur le Cap Ferré dans cette super baraque, on aimerait bien avoir les mêmes moyens qu'eux, et en même temps, bah non, c'est quand même tous des énormes connards. Donc il y a un petit... Et à un moment donné, on est un peu mal à l'aise. Mais je pense que même le film n'est pas totalement à l'aise avec le fait d'être mesquin envers ses propres personnages parce qu'il essaie de leur offrir quand même une rédemption à la fin. Ah, voilà. Et, Ça, et c'est je pense sûr. que c'est le problème du film, c'est-à-dire que s'il était allé jusqu'au bout du truc en étant un peu cruel, parce qu'il y a un humour parfois presque à la The Office ou des choses comme ça où on est un peu mal à l'aise devant ces situations et on a envie de s'enterrer 6 pieds sous terre, mais en même temps c'est drôle. Mais il essaie trop de leur faire une leçon de vie. D'ailleurs, il y a un personnage, donc c'est Jean-Louis, qui est l'ostréiculteur. Moi, ce personnage, je peux pas. En La fait, bordelaise personne, en non, toi. Pour moi, c'est le personnage qui va faire basculer le film dans le camp des rieurs et des ricaneurs. C'est-à-dire que c'est vrai que on a envie de ricaner parce que c'est un peu grotesque.
Et puis il y a un côté Jean-Louis aussi. donneur de leçons. Ouais, et puis il y a un Oui, côté et puis très le côté, parisien en fait, ouais. dans la vue de cet homme qui est ostréiculteur. L'acteur n'était pas un acteur d'ailleurs, c'est Joël Dupuche qui est vraiment un ostréiculteur et donc qui apporte un peu sa sagesse de l'homme proche de la nature, qui va leur dire mais ne faites pas comme ça, votre pote Ludo il est en train de. Oui, il se ramène quand même pieds nus à l'enterrement. Voilà, c'est ça. Tu sens qu'il mange du pâté de ragondin au petit-déj. C'est un vrai, quoi. C'est la vraie France. Exactement. Et il y a un côté vraiment, genre nous, les petits Parisiens bobos qui avons perdu le fil de nos vies et le fil de nos sentiments, on a besoin d'avoir cet homme qui est authentique. C'est vraiment le côté, enfin, c'est un peu l'illusion de l'authenticité. C'est comme quand les Parisiens vont à Marseille et voient des pêcheurs et qui sont là, ah, trop Oui, bien. mais c'est un fétichisme, en voilà, fait. Voilà, exactement. Et il y a un côté que le film se résolve émotionnellement à travers ce personnage. C'est vraiment un peu cheap, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai du mal à lui pardonner, alors que je trouve justement, surtout qu'il y a un autre personnage secondaire, Nassim, qui est le coach de sport. Et au début, moi, j'étais là, je me disais, est-ce qu'on est censé rire de ce mec ? Et en fait, au bout d'un moment, tu comprends que oui, que... Clairement, c'est absolument grotesque et c'est un contrepoint qui est intéressant. Parce qu'il aurait pu être le personnage, un autre Jean-Louis, une autre forme de Jean-Louis, c'est-à-dire celui qui a compris qu'il faut s'aimer les uns les autres, être gentil, etc. Oui, mais lui, il est grotesque. Oui, mais en fait, c'est justement ça, c'est que Jean-Louis aurait dû être un autre Nassim. Enfin, peut-être pas, mais si le film avait voulu pousser le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, Nassim... On se fout de sa gueule parce que c'est le côté la sagesse yoga, donc c'est facile de s'en moquer parce que c'est le genre de truc auquel justement les petits Parisiens bobos vont, vers lesquels ils vont se tourner. Oui, et puis il y a le truc du riz qui est vraiment c'est très drôle. Une des blagues récurrentes les plus drôles du film. Quand Gilles Lelouch insulte le riz, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est génial. Mais du coup, t'as Jean-Louis où là, par contre, on se permet pas d'avoir un recul humoristique ou un regard un peu moqueur par rapport à lui parce qu'on peut pas se permettre. C'est-à-dire, c'est la France profonde qui va venir apprendre à ces petits bourgeois comment se comporter et comment ressentir des vraies émotions. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, je dis pas qu'il aurait dû se foutre de la gueule des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, mais le fait qu'il soit tellement premier degré autour de ce personnage, alors que pour un personnage comme Nassim, justement, il arrive à avoir un recul qui est très marrant sur ce truc. Le mec surarticule toutes ses phrases et est tout le temps en train de parler du bonheur et de ce fait de se découvrir, et l'histoire du riz, c'est complètement ridicule. Là, ça fonctionne très bien, quoi. Le film arrive à avoir du recul sur certains trucs et pas sur d'autres. Mais parce que c'est ça la force des petits mouchoirs. C'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre. C'est parce que c'est un film qui est au premier degré. C'est toi qui viens de le dire. C'est au premier degré. Et seulement sur le truc Jean-Louis ? Non, surtout, il est au premier degré parce que justement, dans son attaque des bobos parisiens, des gens fortunés, des gens qui se rendent même pas compte qu'ils ont accès à des loisirs que 1% ou 0,1% des Français peuvent se payer, des vacances au Cap Ferré avec le bateau à moteur et tout qui va avec. Ouais. Et ben c'est très premier degré en fait. Il peut se moquer de ça parce qu'il se moque de lui-même. Je trouve que c'est touchant ça. Il est pas dupe et oui, il est très premier degré. Je pense qu'il a profondément. Moi, je vois pas de cynisme là-dedans. Je pense que profondément, il pense que Jean-Louis il est dans le vrai quoi. Dans le film, c'est un peu ridicule. C'est vrai que ça donne envie de ricaner. On a un peu envie de sortir du film. Il y a une scène qui est incroyablement malaisante et qui est même une énorme saloperie. Et je pense que et elle est intéressante à regarder cette scène et je sais pas à quel point ça échappe ou pas à l'auteur. C'est l'annonce de la mort. C'est l'annonce de la mort qui est vraiment une saloperie parce que il commence par leur dire combien ils sont des sales égoïstes pour leur dire Ludo est mort. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Il les culpabilise à mort avant de leur dire en plus. Et en plus, maintenant il est mort. Là, j'ai eu du mal quoi. J'ai eu du mal, mais j'avoue que ça m'a fait mal moi. Ça m'a pas du tout ému. La mort de Ludo ne m'émeut pas, mais par contre j'ai ressenti. Je trouvais ça ultra violent. Et donc, c'est pas inintéressant, mais je pense que c'est pas la violence qui était recherchée. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il enclenche la vitesse un petit peu trop vite sur certaines scènes, notamment sur celle-là, et sur la prise de décision au début, quand ils discutent vraiment à la sortie de l'hôpital. Et c'est une séquence qui dure 2 minutes, alors qu'en plus, justement, le film prend son temps sur plein d'autres choses. Je trouve que là, ces moments, on est censé s'installer un petit peu plus dedans et on était toutes les deux hyper choquées quand il leur a annoncé la mort. Bon, en plus, on le voit venir à des kilomètres parce qu'il était au téléphone juste avant, il essuyait une larme, tout ça. Non, donc surtout, on sent le truc qui monte. Pourquoi il le sait avant eux, quoi. Mais enfin bon, c'est parce qu'il y a, il y a eu des tensions dans le groupe et du coup, c'est lui qu'on a appelé. Mais c'est vrai que c'est un peu absurde. Moi, j'ai une question hyper importante à vous dire. Il y a un problème à résoudre sur les petits mouchoirs. Et on va venir ça, c'est moi qui ai préparé la question. Ah d'accord, très bien. On a le personnage de Mathieu Chédid. Oui. On est d'accord. Ouais. Mathieu Chédid, qui a l'air d'être donc un amant de Marion Cotillard, donc de Marie. Puis, ils partent au Cap Ferré et va débarquer
Yodelis, un autre chanteur. Ah oui, c'est Yodelis. On est d'accord que c'est le même personnage, en fait. Il n'y a aucune raison que ce personnage soit interprété par un autre chanteur. Alors, je pense... C'est-à-dire ces deux amis de Guillaume Canet, qui sont deux chanteurs, un incroyablement populaire qui est M, l'autre Yodelis qui est quand même assez connu. Bon, moi je connais pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un de connu. J'avais pas fait capter que c'était lui. Et en plus, le mec, la façon dont il dit à Marion Cotillard dans une scène où il lui dit ouais, bah, j'ai compris que tu me donnerais jamais plus que juste coucher avec toi et qu'après. En fait, il lui raconte la même fonction dans le scénario. Ils ont la même fonction. Il raconte ce que nous on a vu avec Mathieu Chédid. Pourquoi ils changent l'acteur ? Pourquoi c'est pas le même personnage ? Alors, deux choses. Déjà, je pense que c'est parce qu'ils veulent montrer qu'elle a, parce qu'après elle croise une meuf qu'elle aussi. Qu'elle a beaucoup d'amants. Voilà, il y a un côté. Mais il y a aussi l'aspect, en fait, avec Mathieu Chédid, on comprend que c'est vraiment une relation purement sexuelle parce qu'il y a le moment du préservatif. Tout à fait. Alors qu'avec lui, on comprend qu'il n'y a pas eu de préservatif vu qu'elle tombe enceinte et que c'est vers lui qu'elle se tourne dès que quand elle tombe enceinte, c'est à lui qu'elle va parler après. Donc on comprend qu'en fait, elle a des sentiments pour lui, qu'elle veut pas les accepter. Quand il y a des sûrement. sentiments, il n'y a pas de préservatif. Bah, je sais pas, mais en fait, c'est ça ta conclusion. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un truc à ce niveau-là où il y a une comparaison entre les deux, c'est-à-dire que c'est deux profils similaires, mais qu'on comprend que l'autre, le deuxième, il a une place plus importante, mais qu'elle veut pas forcément accepter de lui donner, quoi. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Oui, bah, elle est très, très chamboulée par son arrivée, déjà. Alors, moi, ça me saoulerait vraiment si un mec faisait ça, mais elle est chamboulée de manière démesurée. Donc, on comprend aussi qu'il y a quand même... c'est critiquable. Elle est surtout chamboulée de manière très démonstrative, quoi. Ouais. Elle fait la gueule, quoi. Elle est refermée sur elle-même, elle regarde comme ça. C'est pas la meilleure scène de Marion Cotillard dans le film, quoi. On dirait Zendaya dans Dune 2, qui est tout le temps en train de tirer la tronche. Après, pour le coup, je peux m'identifier à ce genre de moment où tu veux vraiment montrer à tout le monde... où tout le monde est en train de passer un bon moment au dîner et toi, tu veux vraiment pas que les gens passent un bon moment, donc tu vas les faire chier et nettoyer la cuisine de manière... Ça, c'est insupportable. Mais c'est bien ça. vu, c'est bien vu. C'est assez marrant. En fait, tu sens sa frustration, quoi. Tu sens qu'il vaudrait mieux qu'elle éclate, mais comme elle veut pas éclater, elle fait juste tout ça, quoi. Mais la réponse m'a convaincu sur elle est très forte, Marie. Moi, j'avais une théorie, c'est que Mathieu Chédid était quand même assez mauvais dans sa première séquence. Et que Guillaume Canet s'est dit, bon, je vais appeler mon pote Yodelis. Et Mathieu, je vais lui dire que j'ai changé le truc. Ouais. Il y a des moments très drôles. On a parlé Enfin, Laurent Lafitte, pour moi, c'est vraiment le truc le plus drôle de tout le film. En fait, la blague récurrente de lui qui arrive pour se faire expliquer les textos, ça me fait tellement rire. Parce que c'est tellement vrai. Mais il y a un moment qui est aussi très vrai. C'est Gilles Lelouch qui fait une remarque et ça t'a beaucoup fait rire. Il n'y a plus de confiote. Il a dit quoi ? Il n'y a plus de confiote. Ce qui me fait rire, c'est que François Cluzet est en train de faire la gueule. En fait, les personnages qui font la gueule, ça me fait beaucoup rire. Il voulait partir très tôt le matin pour aller faire du bateau et personne n'est réveillé parce que voilà, c'est les vacances, les gens font la grasse mat. Et donc, il est en train d'attendre avec son sac de sport sur le canapé, en train de bouder de manière ostensible. Il y a Gilles Lelouch qui arrive, qui s'allonge un peu sur le canapé et qui lui dit il n'y a plus de confiote. Donc, en plus, qui râle pour lui dire bon, tu veux pas recharger en fait, en faire les courses parce qu'on a déjà tout fini. Et c'est ça qui m'a beaucoup fait rire. Enfin, c'est la nonchalance de Gilles Lelouch et le contraste avec François Cluzet qui est prêt à exploser. Est-ce qu'il attend depuis 2 heures de partir en bateau à cause de la marée, etc. C'est ça. Et après, Gilles Lelouch qui dit ah non, mais attends, mais moi, si tu veux qu'on parte, je suis prêt, hein, je finis mon petit-déj, je prends une petite douche, après, je vais faire mon sport et après, c'est bon, on peut y aller. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'effectivement, c'est aussi un de ces petits moments qu'on a tous vécu en vacances où tout le monde n'a pas les mêmes horaires pour se lever le matin. Et donc, il y en a, souvent Marie, qui se réveillent très tôt et qui partent en claquant la porte en disant j'en ai marre, je vais prendre mon petit-déj. Alors que toi, t'as à peine ouvert un œil et tu te dis ah mais non, mais ça va, relax. Et ça saoule tout le monde. Je claque pas la porte. En tant que scénariste, c'est quoi les retours critiques que tu ferais sur le film ? Qu'est-ce que tu changerais ? C'est trop long. C'est trop long et la fin. La fin, c'est vrai que moi, je reste extérieur à tous ces excès de lacrymo où tout le monde pleure. Et puis l'arrivée de Jean-Louis avec le sac de sable. C'est vrai que ça, c'est pas très réussi. Après, je suis relativement impressionné par une forme de virtuosité pour réussir à faire exister quand même autant de personnages et tous quand même sont caractérisés et tous existent vraiment. Et c'est pas évident. Et donc, ça, je trouve ça très réussi. Et c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Il y a peu de films où... Alors, c'est sûr que ça dure 2h30, mais il y a quand même peu de films où, sans être une franche comédie,
où il y a au moins 5-6 moments où tu ris réellement, sincèrement. Moi, c'est mon cas. Oui, Il y a c'est un vrai. test, il y a un critique anglais qui s'appelle Mark Kermode, qui était le critique de la BBC de ciné, et son test pour savoir si un film est drôle, c'est les 6 rires, le test des 6 rires, où il faut rire. Si on rit 6 fois, c'est dans un film, c'est que le film est marrant et réussi d'un point de vue comique, quoi. Et là, Oui, c'est et le là, cas. c'est le cas. Oui. C'est le Largement, cas, quoi. très largement. Donc, Oui. franchement, je trouve que c'est déjà extrêmement méritoire. Je trouve que c'est moi en tant que scénariste qu'en tant que réalisateur-monteur. Moi, je trouve qu'au montage, je sens qu'il a un peu trop aimé son film, un peu trop aimé ses comédiens, ce qui peut arriver, un peu trop aimé ses séquences. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment moyen, avec la même matière, de couper un peu, de faire un film peut-être de 2 heures au lieu de faire un film de 2h30, ou au moins de 2h05, 2h10, un peu plus ramassé, qui aurait été tout aussi efficace, et où peut-être il aurait pu comme ça écrémer des moments un peu appuyés, un peu... Ouais, puis Je les suis moments avec la complètement musique en fond à chaque Bah, il y a fois, beaucoup où de ils sont scènes tous en clippées. train de se sourire. Il y a beaucoup de scènes clippées voilà, comme c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant à analyser aussi d'un point de vue de la mise en scène. C'est-à-dire que finalement, on retient comme ça ce film de groupe de potes. Et si on regarde bien le film, il y a très peu de scènes de groupe. Les scènes de groupe sont les scènes clippées, musicales. Ouais, ou très gênantes. Ou enfin celle du coming out. Ouais, il y a peu de scènes de groupe en fait. Il y a beaucoup de scènes où ils sont juste 2 ou 3. Donc c'est marrant, ça raconte assez bien aussi combien ils sont pas si unis tous les uns avec les autres. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment le montage qui est le plus gros défaut, parce que pendant toute la première heure du film, en le revoyant, on se disait mais pourquoi tout le monde déteste ce film, ou pourquoi tout le monde se moque de ce film, alors qu'en fait, c'est vraiment très bon. Et au bout d'un moment, ça s'enlise et les moments d'émotion fonctionnent moins bien. Et c'est vrai que quand tu vois le film qu'il y a, tu te dis est-ce que ça mérite. Alors la question de est-ce qu'un film mérite ou pas d'être long, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Mais ce film est plus long que Apocalypse Now quand même. Ouais, pourquoi ça dure 2h30, quoi? 2 heures, ça aurait été très bien et largement suffisant. Pour ce que le film a à nous proposer, ce serait largement suffisant. Donc c'est toujours délicat, mais moi, je le trouve trop long. C'est vrai qu'à un moment donné, je finis par m'ennuyer, j'en ai un peu marre, je décroche, quoi. C'était aussi le cas d'Anaïs pendant le film. J'écoute plus en fait. Je laisse le film se dérouler. Et c'est long, putain, abrégé là, abrège frère. J'essaye de rester, tu vois, d'avoir des Au références courant des tendances. pop culturelles, voilà, très Référence très tiktokienne. moderne, c'est ça. Non, mais moi, j'ai une suggestion de montage. Alors, je suis pas monteuse, mais je pense que on pouvait éliminer les séquences où Gilles Lelouch et l'autre reviennent à Paris. Ah ouais, de ouf. En fait, j'en ai rien à faire de leur Je pense histoire. que leurs problèmes de couple, on n'a pas besoin de les illustrer comme ça. Elle peut même revenir, en fait, l'ex, si on veut, à Paris directement. L'univers du film, il fonctionne bien aussi au Cap-Ferré. Et dès qu'on part de cet univers-là, moi, ça me perd un petit peu. Le truc je sais pas si c'est ce qui m'a le plus dérangé, mais c'est par rapport à la scène de la balustrade, où il escalade là, c'est les appels de phare que Guillaume Canet fait justement sur ses références et la volonté de sortir du cinéma français et de faire plutôt des clins d'œil à l'Épouvantail ou à Shining. Ouais, c'est au-delà du clin d'œil, l'Épouvantail. Ouais, c'est un extrait de l'Épouvantail. Ouais, voilà, c'est ça. Et je faisais la remarque aussi pendant le visionnage où toute la musique qu'il utilise, il y a pas de musique française, etc. Ses références en termes de mise en scène sont pas françaises non plus, enfin pas trop. Et en fait, je trouve que c'est trop visible, c'est trop ostentatoire, le fait qu'il essaye de faire une déclaration d'intention de réalisateur, de montrer qu'il veut sortir de la comédie un peu potache française. Et en même temps, ça donne des moments réussis parce que le plan séquence au début, il est très marquant et moi, ça m'avait marqué la première fois que je l'avais vu. Mais là, en le revoyant la deuxième fois, je trouvais ça lourd en fait. Et le truc avec les belettes, là, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est trop appuyé quand même, je trouve. Sur la référence Shining. Ouais. Ouais, mais alors moi, ça, c'est le réalisateur qui parle. Moi, je trouve ça hyper touchant, en fait. Moi, un réalisateur qui essaye de faire des trucs, c'est ok, c'est maladroit. Ok, Guillaume Canet n'est peut-être pas un immense formaliste du cinéma, mais je trouve ça hyper touchant et extrêmement admirable de toute façon. Cette boulimie d'essayer de faire les choses. Moi, ça me touche. C'est un acteur célèbre. Il n'a pas grand-chose à prouver. On pourrait se dire que ça lui suffit. Les gens le reconnaissent dans la rue. Il gagne très très bien sa vie. Non, il a aussi envie de faire des films. Et puis il a envie de faire des films de cinéaste. Donc c'est très référencé, etc. Moi, ça me touche. On s'est demandé à plusieurs reprises pendant le film pourquoi il avait été aussi haï. Moi, je pense que c'est aussi dû... Bon, il y a la fin, il y a la longueur, mais je pense que c'est aussi dû au profil du réalisateur et des acteurs et au fait qu'on avait un peu envie de les saquer. Bien sûr, c'est ça, le succès, le côté bande de potes de Canet, le côté
anti-parisianisme ou bobo. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut se faire attaquer par la province parce que c'est un peu les Parisiens, Oui, les Parisiens en déconnectés. vacances, déconnectés. En même temps, ils se font évidemment attaquer par la critique cinéma parisienne qui voit en effet un film un peu nouveau riche en quelque sorte, un film un peu bling-bling dans sa forme, etc. Donc ouais, il a un peu tout pour se faire abattre. Tu m'offres une transition parfaite pour parler. On fait à chaque fois un point sur les critiques. Ouais. Le film a été pas mal saqué par la critique. Il y a quelques exceptions, comme Elle ou Première, qui m'étaient surprises. Non seulement Guillaume Canet se montre à la hauteur de son ambition, mais il lui imprime une identité, une émotion et même un humour qu'on ne soupçonnait pas chez le styliste un peu distant de mon idole et de Ne le lis à personne. Loin de céder à la tentation de l'éparpillement, le scénario plonge dans les abysses d'un sujet fort, l'amitié, dont il explore les ambiguïtés avec une précision de télépathe, une lucidité cruelle et une intuition de médium générationnel. Donc c'est assez dithyrambique. Pas mal. Bon, c'est pas trop la même chose du côté de Chronic Art, qui écrivait « Les petits mouchoirs est ce qu'on a vu de plus bof, de plus rance, surtout depuis longtemps. Sortez les mouchoirs, ils seront utiles. Sur les écrans français cette semaine, il y a une grosse tâche. » C'est vraiment pas très sympa. Ouais. Ça, c'est le plaisir de la petite formule évidemment, méchante. C'est ça. Les Inrocks qui écrivent « L'industrie lourde du cinéma français à l'aise dans ses tongs au Cap Ferré, une certaine idée de l'enfer. » Télérama avait fait une longue critique aussi, très très négative. C'est de régression qu'il faut parler avec Les Petits Mouchoirs, 3e film de Guillaume Canet, aussi vide qu'est apparemment grande sa prétention à faire date. Durée hors norme, casting all-star, bande son seul, dont le coût seul doit excéder le budget d'un premier film d'auteur. Ça, c'est vrai. Ont-ils le droit de s'amuser ou plutôt de se pourrir la vie à coups de petites névroses quand l'autre est entre la vie et la mort? On ne sait pas. Guillaume Canet, si, qui donne la réponse via un improbable personnage d'ostréiculteur philosophe. Ont-ils le droit d'être aussi antipathiques, lourdement caricaturés et désespérément incultes? On sait que non. Canet s'est-il rendu compte que tous les mecs de son film sont lourdeaux, décérébrés, le regard scotché à leur nombril ou plus bas, et toutes les filles effacées ou hystériques, sauf Marion Cotillard, sans doute sauvée à ses yeux parce que son comportement amoureux est celui d'un mec. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, le titre de Télérama, c'était « Les décérébrés du Cap Ferré ». Ah ouais. Et Le Monde avait titré « Pendant l'agonie, il ne reste que la mesquinerie et la rancune ». Quand Ludo se fait happer par un camion de livraison, on a déjà du mal à être désolé. 5 seulement des 146 minutes des Petits Mouchoirs ont passé. Elles ont suffi à le rendre très antipathique, Ludo. Alors, aux États-Unis, il a été assez mal reçu. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, le Boston Globe s'interroge. Le ton général des Petits Mouchoirs sonne faux, mais peut-être qu'il n'est juste pas adapté au public américain. Donc Peut-être. Mais Roger Ebert, on en parle toutes les semaines de Roger Ebert, qui est notre critique peut-être préféré américain, lui a mis 3,5 sur 4. Bon, il n'a pas compris que Cluzet s'appelait Cluzet, il appelle Cluzo à chaque fois, comme dans La Panthère Rose. Donc, il a une explication sur la décision des amis de partir au Ferré. Son explication, c'est « Après tout, les vacances d'été sont un élément essentiel de la vie française. » Certes. Et il dit le film dure 150 minutes. Il n'avait probablement pas besoin d'être si long, mais plonger dans un environnement et découvrir ses personnages et leurs histoires a ses avantages. D'une certaine manière, le film documente simplement les Français en train d'être français. Il a adoré, donc c'est une bonne chose. Mais il n'a pas tort. Je pense que c'est peut-être un des plus grands atouts du film, c'est qu'il y a un côté anthropologique. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais tu plonges dans un univers, ça c'est sûr. On a un petit jeu pour conclure. Si tu devais partir en vacances avec 3 des personnages du film, tu choisirais lesquels? Le personnage de... J'oublie les prénoms, mais le personnage... Eric, non? Le personnage de Gilles Lelouch. Ouais. Ah ouais. Ouais, Oh bah il est fun, hein. Moi je peux pas ouais, penser avec en lui. vacances, il est quand même rigolo. Le personnage de Marion Cotillard, puis je pense Laurent Lafitte. Ah ouais, moi non. C'est un peu marré. Moi c'est Laurent Lafitte, je pense, c'est mon préféré. Ah non, parce que je pense qu'il serait vraiment lourd au quotidien. Ouais, il est lourd, ouais. Moi, ça serait Gilles Lelouch, Marion Cotillard et Benoît Magimel. Ouais, j'hésitais entre Lafitte et Magimel. Il est sympa, et puis il joue au foot, il va être rigolo. Magimel, il est sympa, ouais. Moi, je pense que c'est Valérie Bonneton, c'est ça? Ouais, la femme du personnage de Non, Cluzet. attends, t'as oublié la scène où elle est dans le supermarché, elle est force à acheter que du bio, oui. parce qu'elle commence à leur dire qu'il y a des antibiotiques dans le personnage, parce que en fait, Ce qui est gênant avec cette scène, pardon, je te coupe, c'est qu'elle est déjà tellement datée, quoi. Ouais, c'est-à-dire que encore ça devait passer à peu près il y a 15 ans, aujourd'hui, elle est vraiment ultra datée, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup ce personnage-là parce que c'est une des rares à justement laisser sa colère s'exprimer de manière totalement ouverte dans le film, alors que les autres sont dans la retenue tout le temps, dans la répression des émotions. Et à un moment, quand elle dit à
Cluzet d'aller dire bonne nuit à ses enfants. Elle lui dit prends un Lexo avant, ça m'a fait beaucoup rire. Donc moi, je pense que je partirais avec elle parce que tu sens que... T'as des potes un peu. Ouais, c'est ça, ça dépote, ça marche droit. Et en même temps, tu vois, c'est le genre de personne que tu as envie d'avoir en vacances parce qu'elle est organisée, elle va t'aider à aller faire les courses et tout. Et en même temps, elle a pas sa langue dans Mais sa elle poche. fait pas partie du groupe de potes, moi, je pense, son personnage. Oui, non. Elle est Oui, la elle est un femme petit peu en dehors de- Elle est la femme. Complètement. de Ouais, puis elle Cluzet, observe mais un peu c'est- le truc, c'est pour Ouais, ça. elle est pas vraiment pote, Ouais. quoi. Non, Ouais. elle est pas dans les dynamiques de groupe en tout cas. Moi, c'est Mais Nassim, je crois. Nassim. non, Nassim, moi, il reste où il est. J'ai Nassim pas et besoin Jean-Louis, qu'elle- quand même. C'est clair. Après, dans une grande maison comme Jean-Louis, ça... je veux bien sa cabane au Ferré, par contre, Ouais, c'est avec, pas mal, avec les les huîtres huîtres et le aussi, vin blanc, ça, ouais. je veux bien, ouais. Non, ouais, moi, elle est le personnage de Laurent Lafitte parce que je trouve qu'il est plutôt... Bah, c'est un gentil, comme tu disais tout à Ouais, l'heure. Et Ouais, mais il est chiant. Tu sais, oui, mais tu sais que c'est un personnage chiant à qui tu peux dire qu'il est chiant et il va peut-être pouvoir s'arrêter pendant 20 minutes d'être chiant. Non, tu plaisantes ou quoi? Alors que le L'autre, elle lui personnage dit de qu'elle arrive Cluzet, pas à moi, j'ai dormir, pas elle a envie l'air qu'il m'engueule. déprimée. Ouais, non, mais moi, je veux pas partir avec le personnage de Cluzet en vacances. Mais Oui, bah, personne Laurent veut. Lafitte, Mais on quand... est obligé parce que c'est lui qui est à la maison. c'est vrai. Mais non, tu pars avec Jean-Louis. Dans la maison de Ouais. Jean-Louis, Jean-Louis, il est plus... En vrai, il est Jean-Louis, sympa. chiant. Ah ouais, non. ouais, pour moi, Jean-Louis, il est encore pire. Jean-Louis, il fait la Ouais. morale. Ouais. il- Ouais, non, mais il y a c'est pas trop- grave. Bon, je sais pas. Ce sera tout. Merci de Un nous... dernier mot, Thomas. Non, je crois que tout a été dit. C'était bien, ouais. On t'a pas j'ai- trop je trouve dégoûté que de- j'ai plus appris de choses presque sur vous deux que sur le film. En fait. Ah ouais, je crois que Vous c'est un peu êtes, le problème de ce podcast. Ouais, vous êtes beaucoup révélés, je crois. On raconte un peu trop notre vie. Merci de nous avoir écoutés. Merci Thomas. Merci à vous de m'avoir proposé de venir. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un projet ou quelque chose dont tu veux parler, dire où est-ce qu'on te retrouve prochainement ton Prochainement, prochain sera tournage là, je suis en montage de la saison 3 de la série Hippocrate trop qui arrive en fin septembre sur Canal+. Si vous voulez voir ou revoir Les Petits Mouchoirs, le film est disponible en streaming sur MyCanal. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Le prochain épisode sera le dernier de cette saison navet ou chef-d'œuvre. Et pour l'occasion, on revisite, moi je visite pour la première fois, Dune de David Lynch. de David Lynch. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas regardé une œuvre de David Lynch. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Il y a un moment de ce film que je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas oublié, parce que c'est cucu as fuck. T'es une belle personne, Ludo. Et il faut que tu y penses tous les jours. Arrête la drogue. T'es une belle personne. Je m'en souviens, tu vois, tellement c'est nul. T'es vraiment une belle personne, Ludo. Bah là, actuellement, il est pas une belle personne. Il est une moche personne. Comme toi. Elle lui dit un truc juste après, on n'était pas Non, d'accord. parce que toi là, et il a moi. plus de dents. Il est, C'est vrai. on dirait Oui, Frankenstein. mais c'est une belle personne. Quoi. Oui, Mais à en fait, c'est l'intérieur. surtout que ce qu'on a vu de lui, c'était pas vraiment une belle personne. Mais enfin bon. Non. Euh, Le seul truc qu'on a vu de lui, c'est qu'il sort des toilettes après avoir tapé un rail de coke et il croise une femme et il lui dit « Je t'ai déjà niqué, toi, ou pas ?» c'est ça. Voilà. En fait, c'est un film pour se dégoûter de partir en vacances. Comment j'ai pu pleurer devant ce truc? Je me méprise moi-même. Vraiment, ils font pitié, en fait. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Ok, je comprends pourquoi ce film est haï. C'est l'enfer. Je retire toute la bienveillance que j'ai eue envers ce film. Regarde mes mains, tu les aimes, mes mains? La sécurité routière, non. Mais la sécurité sexuelle, oui. La vraie Et question, tu c'est l'intégreras. qu'est-ce qu'on mange en regardant le film? Parce que vous mangez beaucoup. C'est quand vrai, même. désolée pour les bruits de Vous déglutition. mangez quoi? Alors là, c'était une salade d'endive. Endive, Roquefort. Ah, donc ça reste quand même sain. Ouais, et une tarte au poireau aussi, Ouais, pour c'est ma vrai. part. Et pour conclure, ma petite caille. Mon poteau. Mon Je sais poteau. pas si je t'ai donné autant. Ma petite caille. Caille. Autant.